Bienvenue à la leçon numéro 12 du cours Architecture d'ordinateur, dans laquelle nous allons voir l'amélioration de la mémoire centrale. Bien sûr, dans le cours, plutôt dans la leçon numéro 11, nous avons vu comment concevoir une mémoire centrale. Et dans cette leçon, nous allons voir comment l'améliorer, puisque elle est déterminante dans le fonctionnement d'un système informatique. Donc le but de cette leçon est de voir comme quoi la mémoire centrale présente un goulot d'étranglement, puisque tous les programmes sont chargés dans celle-ci. On verra comment les techniques d'amélioration de cette mémoire centrale. Et dans la troisième partie, nous verrons les mémoires multiniveaux qui sont capables de fournir une solution à l'amélioration de cette mémoire. Bien sûr, la mémoire centrale, étant donné que tous les programmes des utilisateurs passent, et plutôt sont chargés dans la mémoire centrale lors de leur exécution, c'est normal que ce soit un goulot d'étranglement. Donc, mémoire, goulot d'étranglement, pourquoi tous les programmes des utilisateurs que l'on exécute et tous les fichiers auxquels on accède, que ce soit des fichiers de données ou des fichiers de programmes, doivent être chargés en mémoire centrale afin que le processeur, le Central Processing Unit, puisse y accéder, c'est-à-dire pour pouvoir les traiter. Donc, disons, le processeur, pour pouvoir travailler, il a besoin de la mémoire centrale pour pouvoir exécuter les programmes, puisque les utilisateurs chargent le programme dans la mémoire centrale. Donc, elle a un rôle central, comme son nom l'indique, et elle représente un goulot d'étranglement, forcément. Donc, comment améliorer la mémoire centrale? Eh bien, l'accès à la mémoire centrale, qui est la partie la plus coûteuse en matière du temps, lors de l'exécution d'une instruction. Pourquoi? Parce que le processeur, si on suit une architecture de von Neumann, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la première instruction du programme, il la récupère de la mémoire centrale, il la loge dans le registre instruction et il l'exécute. Une fois cette instruction est exécutée, le compteur de programme est incrémenté, il passe à la deuxième instruction, il la récupère de la mémoire centrale, il l'exécute, il passe à la troisième, ainsi de suite jusqu'à la dernière instruction. Donc le fait de passer pour exécuter chaque instruction par la mémoire centrale, c'est elle qui détermine en fait le temps de réponse d'un programme. Et cette mémoire centrale, elle est la plus chère, plutôt sur le prix de la configuration, elle est la plus chère à réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'électronique derrière. Donc on a vu dans la leçon 11 comment concevoir une mémoire centrale. Donc ça nécessite un décodage, ça nécessite toute une électronique pour pouvoir concevoir cette mémoire centrale. Bon, bien sûr, un processeur, une fois il est conçu, on le lance en une multitude d'unités en production. Mais bien sûr, chaque concepteur d'ordinateur devra concevoir sa propre mémoire centrale pour répondre aux besoins, ou plutôt aux applications des utilisateurs vers lesquels seront destinés le système qu'il va concevoir. Donc la mémoire centrale n'est pas assez grande pour contenir bien sûr le programme plus les données. Comment améliorer la capacité et la rapidité d'accès à la mémoire centrale? Bien sûr, la mémoire centrale ne récupère, ou plutôt ne loge les programmes que lors de leur exécution. Les programmes et les données sont en général stockés dans des supports externes pour soulager cette mémoire. D'ailleurs, on ne peut pas les mettre dans la mémoire centrale puisqu'elle est volatile. Et on utilise la mémoire centrale que pour exécuter les programmes. Seulement, étant donné que cette mémoire centrale a une taille limitée, elle a une taille qui est ce qu'elle est, on ne peut pas avoir une taille illimitée. Donc on peut avoir des fois des programmes qui ne rentrent pas dans la mémoire, ou des fois des programmes, de très gros programmes qui occupent toute la mémoire, et le processeur n'a plus de mémoire et on sent une lenteur dans le traitement de notre programme. Donc comment améliorer la capacité et la rapidité de cette mémoire? C'est la question qui est posée, à laquelle on va essayer de trouver quelques solutions dans cette leçon.
Donc on connaît que l'architecture classique de von Neumann, qui est à base d'une unité centrale, donc c'est une unité de commande, c'est l'unité de traitement, c'est le processeur, et on a la mémoire qui est connectée à cette unité centrale ou à cette CPU via les 3 bus, adresse, données et contrôle. Et bien sûr, von Neumann a introduit les 2 concepts. Le premier, c'est que le programme est enregistré en mémoire. Et le deuxième concept, c'est le fait qu'on peut dérouter l'exécution d'un programme selon une condition ou sans condition, sans intervention humaine, vers une autre partie du programme. Donc le fait de pouvoir programmer, plutôt enregistrer le programme dans la mémoire centrale lors de son exécution, plus le fait de pouvoir créer des branchements conditionnels ou inconditionnels, a permis bien sûr aux gens qui travaillent dans la technologie de concevoir des machines qui peuvent faire des traitements assez puissants. Seulement ce concept, étant donné que la totalité des programmes doivent être dans la mémoire centrale, le temps de réponse et la taille de cette mémoire est l'élément clé dans les performances qui déterminent les performances d'un système informatique. Donc cette technique a un avantage, certes, du fait qu'elle est faite elle est conçue d'une façon modulaire. Donc on a une communication entre le CPU et la mémoire via des bus, via 3 bus, plus les 2 bus adresses données et les signaux de contrôle. Et bien sûr, ce qui facilite l'interconnexion de cette mémoire au CPU. Elle a aussi un temps d'accès uniforme, c'est-à-dire que la durée totale du programme est facile à évoluer. Et bien sûr, les gens qui ont l'habitude de développer en assembleur connaissent bien, savent bien comment on peut calculer, bien sûr, un temps de réponse d'un programme, ou plutôt le temps d'exécution d'un programme. Donc chaque instruction a un temps d'exécution, bien sûr en fonction de son mode d'adressage. Et si on a un programme avec un certain nombre d'instructions, on peut facilement déterminer le temps que va consommer ou le temps nécessaire pour exécuter un programme. Si on a une architecture, selon le concept de von Neumann. Et bien sûr, la conception d'une mémoire de ce type est très facile, comme ce qu'on a vu dans la leçon numéro 11. Donc, en interconnectant des boîtiers au processeur via les 3 bus, adresse, données et contrôle. En utilisant la partie bus de la mémoire, la partie bus de données et les signaux read-write, type select ou type enable et l'horloge. Bon, l'inconvénient, bien sûr, c'est la lenteur. Donc c'est un accès mémoire aux cases mémoire les uns après les autres, les unes après les autres, avec une durée déterminée par le protocole de communication. Donc le fait d'accéder à la mémoire aux cases les unes après les autres, donc il y a un protocole de communication entre le processeur et la mémoire qui est stipulé par un chronogramme, qui est par le fabricant de la mémoire. Et bien sûr, c'est très coûteux puisque accès à la mémoire ont plusieurs tops d'horloge processeur. Donc chaque accès à une case mémoire, c'est N ou X top d'horloge processeur. Et le fait d'avoir, pour récupérer chaque mot de la mémoire, il faut dépenser X top d'horloge. Donc si on a des instructions ou des données de taille importante, ben, le problème qui se pose, c'est que pour chaque fois qu'on veut récupérer des données, on est obligé de passer via le bus et de consommer le X top d'horloge nécessaire pour chaque mot de la mémoire. Donc bien sûr, d'un côté, on a les performances du CPU qui doublent tous les ans, alors que celles des mémoires doublent tous les 6 ans. Donc vous imaginez un peu l'écart qu'il va y avoir entre le temps de réponse d'une mémoire et la fréquence de fonctionnement du processeur. Vu que les concepteurs des processeurs
n'arrête pas de concevoir des processeurs de plus en plus rapides, de plus en plus puissants, alors que les concepteurs des mémoires n'arrivent pas à suivre avec la même vitesse l'écart des temps de réponse des deux composants devient de plus en plus important et on était obligé de chercher d'autres solutions pour pouvoir surmonter ce temps de réponse, ou plutôt ce goulot d'étranglement qui est la mémoire centrale. Donc, prenons un exemple qui est le CPU du Pentium 2. Bon, Pentium 2 qui est quand même un processeur qui a un certain nombre d'années. La période d'un processeur Pentium 2 est de 3 nanosecondes. Alors que les mémoires de l'époque qu'on utilisait sur les Pentium 2 étaient environ de 50 nanosecondes pour une mémoire. Et on constate bien qu'il y a un rapport plus de 10 entre le temps de réponse, plutôt la fréquence, le fonctionnement du processeur et la fréquence de fonctionnement de la mémoire centrale. Donc la mémoire centrale représente forcément un goulot d'étranglement à surmonter. Donc les fabricants de machines, de systèmes informatiques étaient obligés de concevoir ou de chercher des solutions pour remédier à ce goulot d'étranglement qui est la mémoire centrale. Donc, un certain nombre de techniques d'amélioration existent. On va étudier quelques-uns brièvement. On étudiera d'autres plus en détail dans d'autres leçons. Donc, les techniques d'amélioration de la mémoire centrale, bien sûr, doivent tenir compte des caractéristiques des accès mémoire et ces accès mémoire qui impliquent, bien sûr, impliqués par les langages de haut niveau et qui doivent tenir compte des localités de référence, des localités de référence des données et de la localité de référence ou la localité temporelle. Donc, améliorer l'accès à des mots consécutifs de la mémoire en est une des solutions. C'est le mode FPM, Fast Page Mode, qui permet bien sûr de récupérer des pages au lieu de récupérer les mots l'un après l'autre. Donc ça permet de récupérer plusieurs mots consécutifs dans la mémoire. Bon, mais ça résout le problème à un degré très très faible. Une deuxième solution, c'est l'optimisation de la lecture des instructions en utilisant la technique prefetch, la prefetch d'instruction. Donc on verra plus tard ce que c'est cette méthode. Donc une troisième méthode ou technique d'amélioration, c'est la décomposition de la mémoire en plusieurs unités. Donc on peut utiliser par exemple une mémoire DRAM pour la mémoire centrale ou la mémoire principale, qui est une mémoire de grande taille, et une mémoire SRAM pour une partie de la mémoire qui sera d'une mémoire SRAM qui sera à l'intérieur du processeur et qui sera dans l'unité de commande ou l'unité de contrôle, ou plutôt l'UC du processeur, et qui servira pour stocker quelques instructions afin de les exécuter en interne au lieu d'aller les chercher de la mémoire centrale, pour soulager le processeur de ce va-et-vient avec la mémoire centrale. Bien sûr, on a vu dans la leçon consacrée à la mémoire centrale, ou plutôt les différents types de mémoire, que la DRAM, la mémoire dynamique, est une mémoire de grande taille, mais elle consomme beaucoup et elle est lente. Donc on peut l'utiliser par exemple pour la mémoire centrale et pour la mémoire qu'on va intégrer à l'intérieur du processeur et qui va soulager cette mémoire centrale dans laquelle on va prendre une partie, par exemple un ensemble d'instructions qu'on mettra chez le processeur pour qu'il les exécute sans passer par les 3 bus pour aller rechercher des informations dans la mémoire centrale en utilisant de la SRAM. Une quatrième technique est d'utiliser les supports externes. Et dans ce cas, on fait recours à la pagination et à la mémoire virtuelle. Bon, bien sûr, on fait recours à la pagination et à la mémoire virtuelle, non pas pour
améliorer le temps de réponse, ou plutôt pour avoir des instructions rapides, mais plutôt pour augmenter la taille de la mémoire centrale. Parce que la mémoire centrale a une taille limitée et elle ne peut contenir dans certains cas des programmes de taille importante. Donc on utilise la mémoire virtuelle ou de la pagination en prenant une partie du disque et en augmentant la taille de la mémoire centrale pour utiliser une partie du disque comme mémoire centrale. C'est pour ça qu'on l'appelle mémoire virtuelle. Donc on reviendra dans une autre leçon sur les détails de la mémoire virtuelle. Donc pour la solution de prefetch ou pré-lecture d'instructions, la méthode consiste à ce que le processeur, bien sûr, puisse récupérer des instructions avant de les exécuter. Récupérer plusieurs instructions en moment où, par exemple, il est en train d'exécuter une instruction, il peut récupérer l'autre. Donc le processeur, étant donné que dans une architecture de von Neumann, le processeur ne peut rien faire tant que l'instruction n'est pas lue, ça veut dire que tant qu'il n'a pas lu l'instruction, ben, il ne peut rien faire, tant qu'il n'a pas l'instruction dans le registre instruction. Donc le séquenceur, l'instruction ne peut pas décoder et ne peut pas être exécutée. Donc, si on peut penser à un mécanisme ou une astuce pour pouvoir faire profiter des moments où le processeur est en train d'exécuter une instruction pour récupérer d'autres instructions, ça nous permettra de gagner un peu de temps pour travailler en parallèle. Le processeur est en train d'exécuter une instruction et on rajoutera un processus qui va être en mesure d'aller à la mémoire centrale et de récupérer les instructions ou l'instruction qui suit pour la mettre dans le registre instruction le temps que le processeur termine l'exécution de l'instruction en cours. Donc la solution est de lire plusieurs instructions, une ou plusieurs instructions successives pendant que le processeur fait des calculs internes et les sauvegarder dans une file d'instructions. Donc ça nous permettra bien sûr d'avoir un gain de temps puisque le processeur et la mémoire vont travailler partiellement en parallèle. Le processeur est en train d'exécuter une instruction alors que ce mécanisme de prefetch est en train de récupérer une ou plusieurs instructions qui sont dans la mémoire centrale et les mettre dans le registre instruction ou dans une unité indépendante, les stocker le temps que le processeur termine l'exécution de l'instruction en cours pour pouvoir la récupérer de cette unité de stockage intermédiaire pour l'exécuter. Seulement, dans le cas où on a des instructions de branchement, ben, on aura une perte de temps puisque les instructions qui sont lues ne doivent peut-être pas être exécutées. Du fait que, bien sûr, on connaît que lorsqu'on a une instruction de branchement, ben, qu'est-ce que ça veut dire un branchement? Donc on a un traitement en séquentiel, on arrive à une instruction de goto, par exemple BCL. Si BCL est une étiquette qui est en amont, ben, le processeur doit passer sur l'instruction qui est pointée par l'étiquette pour l'exécuter. Il ne va pas continuer séquentiellement à récupérer les instructions. Dans le cas où on a un branchement, il y a une perte de temps puisque ce sont les instructions qui suivent celles de l'instruction du branchement qui seront récupérées et non pas l'instruction qui est branchée par l'étiquette. Donc cette technique, bien sûr, doit être utilisée seulement si l'organisation mémoire permet de délivrer les instructions avant que l'UC les utilise. Donc forcément, on est amené à utiliser cette technique. Elle est utilisée en association avec un cache. Bon, un cache mémoire est une zone qui est interne au processeur, plus rapide que la mémoire centrale et qui permet de stocker temporairement quelques instructions pour le processeur, pour que le processeur ne soit pas obligé à chaque fois d'aller chercher les instructions dans la mémoire centrale. Ils sont chez lui et c'est par une lecture interne qu'il va procéder à la lecture de ces instructions. Donc le principe du pipeline consiste à ce que, bon, bien sûr, on a la mémoire centrale et on a l'unité centrale. Donc ça, c'est l'architecture, ou plutôt le concept de von Neumann. Et pour pouvoir utiliser le principe du pipeline, on intègre
une file d'instruction, plutôt une zone mémoire interne au processeur qui permet de stocker un certain nombre d'instructions pour les préparer à être exécutées par le processeur. Et dans ce cas, le processeur n'aura pas besoin d'emprunter les bus, les 3 bus adresse, données et contrôle pour récupérer les instructions les unes après les autres de la mémoire centrale, mais les instructions seront à l'intérieur ici de cette file d'instructions qui est une mémoire très rapide et une mémoire interne au processeur. Dans ce cas, il n'a pas besoin d'aller les chercher dans la mémoire centrale. Donc le principe du pipeline, c'est le chevauchement de la recherche d'instructions et de l'exécution des instructions. Bien sûr, on a vu que pour pouvoir exécuter une instruction, il y a 4 étapes. Bon, ici, je n'ai schématisé que 2. Donc, une instruction, ça c'est l'exécution d'une instruction. Donc, on a une phase lecture de l'instruction et une phase exécution. Ça dépend du type d'instruction. L'exécution pourrait être en 4 étapes. Décodage, recherche des opérandes, exécution et rangement du résultat aussi. Donc, pour chaque niveau, on pourrait associer un étage. Donc, lorsque le processeur lit l'instruction, la première instruction, il est en train de l'exécuter, ben, l'unité du pipeline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à lire l'instruction numéro 2. Et lorsque le processeur termine l'exécution de l'instruction numéro 1, il pourra entamer l'exécution de l'instruction numéro 2. Et on pourrait, si on a affaire à une machine à plusieurs étages, on pourrait même faire un traitement de 4 instructions en parallèle. Donc on pourrait découper l'unité de traitement du processeur en 4 étages, un étage pour la lecture, un étage pour le décodage, un étage pour la recherche des opérandes et traitement, et un étage pour le rangement résultat. Et dans ce cas, on aura ici 4 niveaux. La lecture pour le deuxième niveau se fera au niveau du décodage du premier niveau. La lecture de la troisième instruction se fera au niveau du décodage du deuxième niveau. Et la lecture du troisième niveau se fera au niveau du décodage de troisième niveau jusqu'au 4e. Et bien sûr, il y a la mémoire multiniveau qui est aussi une technique d'amélioration des performances des mémoires centrales. Donc le concept ou principe de mémoire multiniveau consiste bien sûr à coordonner peu de mémoire à accès rapide, petite et chère, avec beaucoup de mémoire à accès long, peu chère et grande. Ça veut dire que on aura une mémoire centrale qui est de grande taille, une mémoire, rapide, à accès rapide, mais de petite taille, qui sera interne au processeur. Bien sûr, la petite mémoire est beaucoup plus chère que la grande mémoire, donc on ne peut pas se permettre d'avoir une mémoire de grande taille, vu le coût de cette mémoire. Donc l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir un temps d'accès mémoire du système global, petite mémoire et grande mémoire, qui est égal au temps d'accès à la mémoire rapide, mais la capacité du système global est égale à la capacité de la grande mémoire. Ça veut dire que pour l'utilisateur, il ne sait pas comment le processeur travaille derrière, sachant qu'on a 2 niveaux de mémoire. On a une mémoire de grande taille qui est la mémoire centrale, dans laquelle qui est utilisée par les programmeurs et les utilisateurs, et qui permet de stocker leurs programmes. Mais le processeur en interne, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère une partie du programme et il la met dans la petite mémoire qui est interne, qui est de petite taille, mais qui est très rapide par rapport à la mémoire centrale, mais qui est très coûteuse à réaliser, puisqu'il fallait l'intégrer dans le processeur.
Bon, illustrons ça sur un exemple. Si par exemple vous avez un programme qui fait, je sais pas, un traitement d'une centaine de données ou d'un millier de données. Donc le programme ne compte que, par exemple, une dizaine d'instructions. Et j'ai un traitement d'une addition, soustraction et multiplication, par exemple, dans une boucle. Et je dois faire ces 3 opérations sur des données qui sont dans un tableau. Ben, le fait de traiter les 3 ou 4 instructions qui sont dans la boucle 100 ou 1000 fois, ben, pour une machine de von Neumann, le processeur est obligé de les récupérer les 3 ou 4 instructions chaque fois qu'il a besoin d'exécuter une instruction. Alors qu'avec cette technique, qu'est-ce qui va se passer? Si ma mémoire de niveau supérieur, ou plutôt la petite mémoire qui est interne au processeur, a une taille suffisamment grande pour loger tout le programme, ben, le processeur va récupérer le programme, il va le mettre dans la petite mémoire, et il n'aura plus besoin de la mémoire centrale. Donc toutes les instructions seront exécutées en interne pratiquement, et il n'aura plus besoin de la mémoire centrale. Par contre, s'il n'y a pas de mémoire de niveau supérieur, plutôt de la petite mémoire qui est interne au processeur, ben, le problème qui va se passer, c'est qu'il sera obligé d'aller récupérer les instructions les unes après les autres, et il va consommer le temps d'accès au bus à chaque fois qu'il a besoin d'une instruction. Donc, on a 2 niveaux adjacents qui sont manipulés à la fois. Un niveau supérieur qui est plus proche du processeur, plus petit et plus rapide. Donc, ce niveau supérieur est intégré en général au processeur. Donc, il est rapide, mais de petite taille, et qui permet de loger les instructions, ou quelques instructions du programme, le temps de les terminer et à les récupérer à un autre bloc, ou plutôt récupérer les blocs les uns après les autres pour les mettre dans la mémoire et se passer d'aller chercher ces blocs dans la mémoire centrale. Donc il y a un niveau supérieur et bien sûr le niveau inférieur qui est de plus grande taille et plus long, bien sûr par rapport au niveau supérieur, puisque c'est le niveau supérieur, c'est la mémoire interne du processeur, et la mémoire inférieure, c'est la mémoire externe, qui est la mémoire centrale en principe. Donc ici, si on essaie de schématiser les 2 niveaux, donc on a le processeur, on a le niveau supérieur qui est de petite taille, qui est composé d'un certain nombre de blocs, et qui pourrait être interne au processeur, comme il pourrait être le plus proche du processeur. Et on aura un niveau inférieur, qui est de grande taille, plus long que le niveau supérieur, et qui est en général la mémoire centrale. Donc l'unité minimale d'information, disons qu'on échange entre les 2 niveaux, est le bloc. Le bloc, il pourrait être composé de X mots mémoire. Donc les tailles standards, on a des blocs de 4 mots, 16, 32, on peut même avoir des blocs de 128 mots. Donc l'information du niveau supérieur est en général une copie ou une partie de l'information du niveau inférieur. Bien sûr, le niveau supérieur ne peut être en aucun cas utilisé comme un complément, ou plutôt pour augmenter la taille du niveau inférieur. Parce que le niveau supérieur est utilisé pour prendre une copie du niveau inférieur, le stocker temporairement, le temps qu'il soit exécuté par le processeur. Si le processeur a besoin d'un certain nombre d'informations qui ne sont pas dans le niveau supérieur, dans le niveau supérieur, ils sont récupérés du niveau inférieur, ils sont stockés dans le niveau, ils sont récupérés du niveau inférieur, ils sont stockés dans le niveau supérieur afin de les traiter par le processeur. Bien sûr, les mémoires multiniveaux ont un certain nombre de performances, bien sûr. Il y a le PE, qui est le taux d'échec d'accès au niveau supérieur. C'est la probabilité qu'un mot mémoire accédé ne soit pas dans le niveau supérieur. Étant donné que le processeur récupère, ou le mécanisme de gestion de ces 2 niveaux, niveau supérieur, niveau inférieur, récupère les informations par bloc du niveau inférieur. Donc, on récupère un bloc. Lorsque le processeur a besoin d'une information,
La première des choses, il va la chercher dans le niveau supérieur. Si l'information y est, il va la traiter. Si elle n'y est pas, il sera obligé d'aller la chercher dans le niveau inférieur. Donc, vu que les informations sont récupérées avec des ordres ou avec une façon déterminée, on ne peut pas savoir si l'information se trouve dans le niveau supérieur ou pas. Donc, dans le cas où elle est dans le niveau supérieur, c'est un succès. Et le temps de réponse, ou plutôt le temps d'accès, sera le temps d'accès processeur. Par contre, si l'information n'est pas dans le niveau supérieur, le processeur est obligé d'aller la chercher vers le niveau inférieur, et ça sera un autre temps d'accès. Puisqu'il y a un échec, donc il est obligé d'aller récupérer carrément un bloc et le mettre dans le niveau supérieur pour pouvoir le traiter. Et dans ce cas, il va perdre énormément de temps. Donc le PE, c'est le taux d'échec d'accès au niveau supérieur. Bon, c'est une probabilité, puisqu'on ne peut pas savoir est-ce que l'information se trouve dans le niveau supérieur ou pas. Et on a le TA, c'est le temps d'accès au niveau supérieur si succès. Bien sûr, ce TA correspond au temps d'accès processeur à la mémoire du niveau supérieur, qui est un temps très rapide, qui est un temps qui correspond pratiquement au temps de fonctionnement, temps de cycle du processeur. Donc le TE, c'est le temps de traitement s'il y a échec, et le TA, c'est le temps d'accès au niveau supérieur s'il y a succès. Donc le temps moyen d'accès, mémoire, bien sûr, dépend de cette probabilité de retrouver l'information dans le niveau supérieur ou pas. Donc le temps moyen d'accès mémoire est égal au PE multiplié par TE plus 1 moins PE multiplié par TA. Donc on constate, on remarque que si PE est égal à 1, forcément on a le temps moyen d'accès, c'est le temps qui correspond à un échec tout le temps. PE ça veut dire égal à 1, ça veut dire que l'information n'est jamais dans le niveau supérieur. Par contre, si PE est presque 0, à 0, il est proche de 0, ça veut dire que l'information, on la retrouve, la majorité des cas, dans le niveau supérieur. Et dans ce cas, on aura le temps d'accès moyen qui n'est pas loin du temps d'accès au niveau supérieur. Bien sûr, parce qu'il y a quand même, dans un premier temps, les blocs à récupérer de la mémoire centrale. Après, on aura le temps pour pouvoir les récupérer directement dans la mémoire du niveau supérieur. Donc prenons des exemples. Bon, bien sûr, on a des temps d'accès niveau inférieur qui sont 10 fois plus longs que le temps d'accès niveau supérieur. On a des chiffres clés tels que, par exemple, 5 nanosecondes niveau supérieur et 50 nanosecondes au niveau inférieur. Donc on va voir, en fonction de ce terme ou de ce facteur probabilité, comment va se comporter le temps d'accès à une information dans le cas où elle est dans le niveau supérieur ou dans le cas où il y a un échec. Donc on prendra comme chiffre 5 nanosecondes le temps d'accès au niveau supérieur et 50 nanosecondes d'accès au niveau inférieur. Donc le temps d'accès sans hiérarchie, c'est-à-dire le temps d'accès à la mémoire centrale, est de 50 nanosecondes. Et on suppose que les blocs contiennent 8 mots. C'est-à-dire qu'on a notre mémoire de niveau supérieur est composée de blocs de 8 mots. Et puisque le processeur, dans le cas où il ne retrouve pas l'information dans le niveau supérieur, il est obligé d'aller chercher un bloc en entier dans la mémoire de niveau inférieur, forcément, le temps correspondant à un échec est égal à 8 fois le temps de cycle, le temps d'accès à la mémoire de niveau inférieur. Donc, qui est de 50 nanosecondes, et donc ça fait 8 fois 50, ça fait 400 nanosecondes. Donc, admettons qu'on a un programme qui fait une centaine d'itérations sur un tableau d'un certain nombre d'éléments appelés J. Donc, si PE, c'est la probabilité de trouver l'élément dans le niveau supérieur ou pas, est égal à 0,01, le TE, le temps de cycle dans le cas d'échec est 8 fois 50 nanosecondes, 50 c'est pour récupérer un mot de la mémoire de niveau inférieur, et puisqu'on a 8 mots par bloc, donc TE est égal à 8 fois 50, et le TA est égal à 5 nanosecondes. Le TA, c'est le temps qui correspond
à l'accès au niveau supérieur. Donc le temps moyen d'accès avec hiérarchie, c'est-à-dire avec une mémoire de niveau supérieur, donc PE c'est 0,01 multiplié par 8 multiplié par 50, donc c'est la formule qu'on a vue tout à l'heure, plus 1 moins PE qui est 0,99 multiplié par 5 est égal à 8,95 nanosecondes. Donc c'est un temps relativement faible dans le cas où on a un niveau supérieur, parce qu'on a vu tout à l'heure que le programme, c'est 8 fois 50, ça fait 400, rien que pour récupérer un bloc. Donc si PE par contre est égal à 0,9, donc un taux d'échec assez important, TE est égal à 8 fois 50 toujours, TA est égal à 5 nanosecondes, le temps moyen d'accès avec hiérarchie est égal à 0,9, c'est le PE, multiplié par 8 multiplié par 50, plus 1 moins PE qui est 0,1, multiplié par 5 est égal à 360,5 nanosecondes. Donc dans le cas où on a un taux d'échec assez important, ben, on n'est pas loin des 400 nanosecondes, qui est comme si on récupérait le programme directement de la mémoire centrale. Donc de toute façon, dans tous les cas, on a un temps qui est inférieur au temps d'accès permanent à la mémoire centrale. Ainsi s'achève notre leçon numéro 12, amélioration de la mémoire centrale. Pour toute information ou complément d'information ou exercice, position et merci.